Bonjour à tous. On a un peu de retard, on va essayer de faire vite. Je modère la session des études de 2025 avec le docteur Soufiane Akash et François Walilot. On est très content d'être avec vous. On va essayer de ne pas trop tarder et on va appeler Jean-Luc Monin qui va nous parler des études sur les valves. Merci Jean-Luc. Merci Saïd, merci à tous. Je suis vraiment très honoré et très heureux d'avoir été invité à cette session d'ouverture et je remercie vraiment votre magnifique collège et surtout Walid Amara, son président, avec qui nous avons également débuté un partenariat avec un congrès beaucoup plus modeste que j'organise avec Christophe Tribriois et Gilbert Habib. Alors on va parler de valves aujourd'hui et je vais vous parler de 7 études qui, à mon sens, ont marqué l'année. Vous allez voir que j'ai un chouchou à la fin qui aura 2 études pour lui tout seul. Mais attention au chouchou qui aime bien châtie bien. Alors on va commencer par la valve mitrale et par l'insuffisance mitrale qu'on appelle organique ou primaire, en gros les prolapsus. Est-ce qu'il faut opérer tôt ces patients avec des insuffisances mitrales primaires? On a cette étude sud-coréenne, vous voyez, qui a été conduite sur une vingtaine d'années avec un peu plus de 1000 patients, 51 ans d'âge moyen en moyenne et puis les 2/3 d'hommes. Ils ont tous des insuffisances mitrales sévères avec des fonctions ventriculaires gauches qui sont parfaitement préservées. Ils vont être suivis pendant une 12aine d'années. La moitié des patients vont être opérés tôt. Ils vont avoir une plastie mitrale dans les 6 mois et l'autre un peu plus tard. Et vous voyez que entre les patients qui sont opérés tôt en rouge et ceux chez qui on attend un peu plus en bleu, eh bien, il y a véritablement une différence très significative de mortalité totale à long terme. Vous voyez 10 fois plus de mortalité, 5,5% versus 0,4% à 10 ans. Et à 20 ans, on est à 5,6 versus 17%. Donc, c'est un centre d'excellence. Il y a 0 mortalité opératoire. Il y a 97% de plastie mitrale. Mais dans ces conditions, il est évident que la chirurgie précoce, la plastie mitrale, a un énorme intérêt pour le suivi et pour le devenir des patients. Alors c'est dans les recommandations 2025 européennes qui viennent de sortir, qui vous disent notamment que bien entendu il ne faut pas attendre la dysfonction ventriculaire gauche pour opérer les insuffisances mitrales organiques, je vous rappelle défini par un diamètre télésystolique à 40 ou plus et une fraction d'éjection à 60% ou moins. Et puis on a des indications de classe 2, bien entendu l'hypertension artérielle pulmonaire ou la dilatation importante de l'oreillette gauche qui doivent nous pousser à proposer la chirurgie tôt aux patients. Alors, je voudrais rapidement vous faire lever la main pour savoir si parmi vous, qui est convaincu par ces recommandations et qui envoie tôt les patients se faire opérer pour des insuffisances mitrales organiques. Vous êtes un certain nombre, pas tant que ça. Alors malheureusement, c'est la réalité, puisque vous voyez que le deuxième papier, donc sous la plume de David Messika-Zetoun, c'est un registre, MitraCure. C'est un registre un peu particulier qui a été mené sur une quarantaine de centres, 40 centres entre la France et le Canada pendant l'année 2019. Vous avez plus de 3500 patients qui ont été opérés d'une insuffisance mitrale organique. Donc encore une fois, les 2/3 d'hommes et 1/3 de femmes. L'étiologie principale sont des insuffisances mitrales par prolapsus. Et les mauvaises nouvelles, eh bien, elles sont ici. Uniquement 43% des patients avaient une quantification d'insuffisance mitrale sur leur échographie préopératoire. 43% étaient en classe NYHA 3 ou 4, 30% en insuffisance cardiaque, 22% de fibrillation atriale, 35% avec une dysfonction ventriculaire gauche et 22% avec une hypertension artérielle pulmonaire. Ce sont des chiffres qui sont véritablement inquiétant et vous voyez qu'en termes de mortalité également, c'est pas ce qu'on pourrait faire de mieux, 4,5% de mortalité opératoire en tout. Donc ça c'est la réalité actuelle, relativement récente, 2019. La plupart des patients qui ont des insuffisances mitrales organiques sont opérés tard, voire très tard. Le taux de plastie mitrale est encore vraiment perfectible, vous voyez, 62% dans l'ensemble des cas, 80% dans les valves myxomateuses, avec des mortalités opératoires qui sont encore trop élevées. Il est évident que nous avons une marge de progression pour la prise en charge de ces patients. Alors, le structurel est en train de progresser, et même plus que progresser, c'est une vague, c'est un tsunami. On peut avoir la tentation de se dire, ah ben finalement, la chirurgie, pourquoi pas la réparation bord à bord par le clip mitral. Alors,
très rapidement une étude qui vient d'un petit centre, la Cleveland Clinic, qui a quand même pignon sur rue, qui a été faite sur une dizaine d'années. Vous avez un gros millier de patients qui vont être pris en charge pour une insuffisance mitrale par prolapsus du feuillet postérieur. Donc, en gros, 90% vont avoir une plastie mitrale et 10% vont avoir un clip. On a sélectionné 56 paires de patients qui sont totalement appariés en termes de critères préopératoires. Et vous voyez que à 3 ans de suivi, eh bien, on a 43% de récidive d'insuffisance mitrale moyenne à sévère dans le groupe CLIP versus 3% dans le groupe plastie mitrale. Donc, vous avez également un certain nombre de réinterventions qui arrivent dans le groupe CLIP. Donc, la conclusion de cette étude, je pense qu'elle n'est pas discutable, c'est que la méthode de référence actuellement pour prendre en charge les insuffisances mitrales par prolapsus, c'est la plastie mitrale chirurgicale, et ce n'est pas encore le CLIP qui doit être réservé aux contre-indications opératoires. On est à l'ère du structurel, et donc les valves chirurgicales sont un petit peu en perte de vitesse. Il y a même certaines grosses compagnies qui ont totalement abandonné leur division chirurgicale, je ne les nommerai pas. Et qu'en est-il des valves mécaniques? On a presque l'impression que c'est un gros mot, ou une faute professionnelle. Et vous voyez que sur le registre STS, qui est l'énorme registre nord-américain de chirurgie cardiaque et thoracique, on va regarder la base de données sur une vingtaine d'années, et vous avez pratiquement 110 000 patients qui sont opérés d'une valve aortique, très majoritairement avec des bioprothèses ou avec des valves mécaniques. Donc la question, c'est en termes de mortalité toute cause, à long terme, est-ce qu'on est en faveur d'une bioprothèse ou d'une prothèse mécanique? Mais vous voyez que tant qu'on n'a pas atteint l'âge de 60 ans, il y a un net avantage tout à fait significatif en termes de mortalité à implanter une prothèse mécanique en position aortique. Ça, ce n'est pas la seule étude à le dire. Il y en a d'autres, tout aussi sérieuses, qui disent la même chose. Et d'ailleurs, dans les recommandations, encore une fois les dernières, eh bien, en position aortique avant l'âge de 60 ans, il est recommandé de proposer aux patients une valve mécanique, bien entendu, en lui en expliquant les avantages et les inconvénients. Alors, si je devais donner le prix de la meilleure étude de l'année, sans conteste, je le donnerai à cette étude qui a été publiée, conçue et menée par mon ami Erika Bergel à la clinique Saint-Augustin de Bordeaux sur la valeur pronostique de l'échographie d'effort serré dans les rétrécissements aortiques asymptomatiques. Alors, c'est une étude monocentrique. Vous avez un peu moins de 450 patients qui ont tous des critères de RAC sévères avec des gradients élevés qui sont parfaitement asymptomatiques, d'après leur dire. Et donc, on les croit, mais on vérifie quand même, et on va leur faire tous une échographie d'effort, ce qui va permettre d'emblée de démasquer des symptômes chez un tiers d'entre eux. Ils vont être opérés, on n'en parle plus. Et il reste un petit peu moins de 200 patients qui sont vraiment asymptomatiques avec un ventricule gauche normal et un test d'effort normal. Et on va suivre ces patients tous les 6 mois. Alternativement, ils auront une échographie transthoracique de base et une échographie d'effort, ce qui fait qu'ils auront une échographie d'effort tous les ans. Voici les résultats. Déjà, il n'y a eu aucune complication d'échographie d'effort. Première chose. Les patients ont été bien suivis, il n'y a pas eu de perte de vue, il n'y a eu aucune mort subite pendant toute la durée de l'étude. Et pendant les 4 premières années de suivi, chaque année, puisque les échos d'effort étaient annuels, eh bien, il y avait à peu près un quart des patients chez qui, à la fin de l'échographie d'effort, il y avait une indication opératoire. Ce qui fait qu'au bout de 4 ans, eh bien, pratiquement tous les patients, vous voyez, 168 sur 196, avaient finalement une indication opératoire, soit sur des données cliniques et d'échographie transthoracique, par exemple une Bmax à plus de 5 mètres, soit sur une échographie d'effort positive. Donc finalement, ça a permis de gagner en moyenne un tout petit peu moins de 3 ans pour opérer ces patients au bon moment, et pour un petit peu s'organiser dans la prise en charge des patients, parce qu'il ne faut pas oublier que si on opère les patients tôt, eh bien, comme on va les opérer de plus en plus jeunes, eh bien, les valves qui seront des bioprothèses vont dégénérer et le deuxième service va arriver et va s'accumuler avec les patients qui viendront pour leur première prothèse, et finalement, on risque d'être submergé. On en vient à mon chouchou. Donc, le chouchou de l'année, c'est Philippe Généreux. Vous avez lu ses travaux. On va parler de 2 études. D'abord, une étude qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle Early TAVR. Déjà, TAVR, je trouve qu'on ne devrait pas dire TAVR, ça veut dire remplacement valvulaire transcathéter. On ne remplace pas la valve. Pour la remplacer, il faut l'enlever. Donc, je préfère dire TAVI. Alors, Early TAVR, c'est une étude Edwards, donc conçue, sponsorisée par Edwards, avec les moyens d'Edwards, les statisticiens d'Edwards, dans 75 centres. Et vous voyez que 900 patients avec des rétrécissements sévères vont être randomisés entre un TAVI d'emblée
ou un traitement conventionnel avec des gros guillemets. Donc vous voyez, 76 ans d'âge moyen, faible risque opératoire et des Vmax entre 4,3 et 4,4 mètres par seconde. On a un critère d'évaluation primaire qui est un critère composite qui comprend le décès, l'AVC ou l'hospitalisation non programmée pour cause cardiaque. Et indiscutablement, ce critère primaire, il est fortement positif. Vous voyez, hein, il y a 2 fois plus d'événements dans le groupe surveillance clinique que dans le groupe TAVI. Alors regardons un petit peu les composants de ce critère. Sur la mortalité, rien du tout, aucun effet. Sur les AVC, rien du tout non plus, pas de bénéfice. Alors qu'est-ce qui fait la positivité de ce critère? Bien sûr, ce sont les hospitalisations non programmées. Alors les hospitalisations non programmées dans le groupe surveillance, il y en a 186 et il y en a 105 qui sont en fait liés à un TAVI. Alors il faut dire que les bilans pré-TAVI étaient faits en début d'étude avant la randomisation. Et pourquoi est-ce qu'on a proposé des TAVI à ces patients? Eh bien parce qu'ils devenaient essoufflés. En 6 mois, ils avaient quasiment tous des tests d'effort négatifs, de rien du tout à une dyspnée d'effort, classe 2. Bon. D'ailleurs, au fait, quand vous additionnez les classes 2 et les classes 3, vous en avez plus que le nombre de dyspnées totales, j'ai pas très bien compris. Tout ça, ce sont les tables qui sont fournies. Alors, on a le droit d'être dubitatif par rapport aux résultats de cette étude, sans du tout être agressif vis-à-vis de nos collègues qui font du structurel, ni même de Edwards, qui est une entreprise tout à fait respectable. Et il y a un certain nombre d'éditoriaux qui sont sortis et signés pas par n'importe qui. Vous voyez, David Newby, qui disent, voilà, le diable est dans les détails. Le bénéfice de Early TAVR, que je préfère appeler Early TAVI, il est tiré par ces hospitalisations non programmées qui sont en fait des patients qui ont fait le crossover entre la surveillance et le TAVI, parce que probablement on leur téléphonait régulièrement en leur disant « Alors, vous êtes sûr, vous n'êtes pas un petit peu essoufflé ?»« Ah, bah si, quand même, allez, paf, TAVI. » Et ce crossover, il est tout à fait, en termes de fréquence, inhabituel. Hein, pour les gens comme vous et moi qui suivons des patients, c'est tout à fait inhabituel de passer de façon aussi massive en 6 mois de rien du tout à des symptômes. Donc, ça reflète peut-être quand même le désir de certains patients et de certains cardiologues pour opérer les patients tôt, mais je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit encore tout à fait justifié. Philippe Généreux réitère, et donc il nous a inventé un syndrome un acute valve syndrome. On connaissait les syndromes aortiques aigus, hein, les dissections, les hématomes pariétaux, et donc maintenant on a syndrome valvulaire aigu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ça caractérise le stade clinique auquel vous prenez en charge votre patient. Donc le acute valve syndrome, c'est quand vous prenez le patient en classe 3 NYHA, alors il y a tout un fourre-tout en choc cardiogénique ou en arrêt cardiaque, et c'est mis dans le même sac qu'un NT-proBNP à plus de 1500. Donc tout ça, ça va définir le acute valve syndrome. Les syndromes stables sont les asymptomatiques et le progressif, c'est entre les deux, les peu symptomatiques. Et donc, on nous dit, quand les gens sont pris en charge au stade du syndrome valvulaire aigu, ils ont 11% de mortalité à 1 an post-procédure versus 1,5% quand ils sont asymptomatiques. Donc c'est plus grave sur la mortalité, c'est plus grave sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Puis au cas où vous n'auriez pas compris, on vous met une 3e courbe en additionnant les 2 premières. C'est vraiment plus grave. Hein. All-cause death plus heart failure, ça fait 2 fois plus. Bon. Et surtout, là on voit bien que ce sont des Américains, ça coûte plus cher. Regardez, $146 000 lorsque vous implantez votre prothèse tôt, et $180 000 si vous l'implantez plus tard. D'où viennent ces données? Est-ce qu'elles viennent d'un gros centre ou d'un consortium ou d'une étude? Non, elles viennent d'une compagnie qui s'appelle Optum. Optum Market Clarity, c'est ni plus ni moins une compagnie qui a toutes les données de santé des dossiers électroniques de 80 millions d'Américains dans les 50 États. Et qui, avec des logiciels d'intelligence artificielle, permettent d'en sortir tout ce qu'on veut. Les valeurs biologiques, les examens complémentaires, etc., etc. Alors on nous rassure en nous disant que c'est totalement anonymisé, mais si vous allez sur la page d'accueil de cette entreprise, c'est pas de la science, attention, c'est pas de la médecine, c'est du business. C'est une société qui est utilisée par les compagnies pour mettre en valeur leurs produits et pour les vendre mieux. Alors, cette recommandation de classe 2A à intervenir sur tous les rétrécissements qui ne se plaignent de rien dès qu'ils sont sévères, sans le moindre symptôme ou la moindre dysfonction, je vous avoue qu'elle ne m'enchante pas. Est-ce qu'on est vraiment dans l'intérêt du patient
ou est-ce qu'on est dans l'intérêt des compagnies? Ça mérite réflexion. Je tire de ces études 4 messages. On opère probablement beaucoup trop tard les insuffisances mitrales organiques et il faut vraiment être légitime, être vigilant et les envoyer dans des centres experts pour qu'ils puissent bénéficier tôt d'une plastie mitrale. La plastie mitrale chirurgicale reste la méthode de référence pour ces patients-là. C'est pas le clip. Plastie mitrale, si elle est mini-invasive, c'est encore mieux. Le fait de proposer une valve mécanique à un patient de moins de 60 ans en position aortique, c'est pas une faute professionnelle, c'est pas un gros mot. Et les données prouvent qu'il en tirera un bénéfice. Pour ce qui est de l'intervention précoce chez les patients qui ont des RAC à plus de 4 mètres, sans aucun symptôme ni aucune dysfonction, je ne suis pas du tout convaincu du bénéfice et je trouve que l'attitude d'Éric Abergel de les surveiller tous les 6 mois avec une écho d'effort tous les ans est beaucoup plus raisonnable. On n'est pas forcé d'aller dans le sens du flux. De temps en temps, on peut aller à l'inverse et on en reparlera très probablement lors du prochain Cardiovalve. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Non. Une main qui se lève au fond, là. En attendant que le micro arrive, comment tu peux expliquer que le New England accepte ce genre d'études sponsorisées par les machines qui sont les laboratoires qui veulent vendre leurs produits? Parce que le New England veut garder sa place de leader en termes d'impact factor et que ces études, elles sont lues. Je dis pas que cette étude, cette étude, il faut la prendre pour ce qu'elle est et bien en appréhender les limites. À commencer par le fait qu'elle soit sponsorisée par Edwards, mais malheureusement, pour monter ce genre d'études, il faut beaucoup d'argent. Je crois qu'une fois que les limites ont été pointées, voilà, on l'interprète en fonction de ces limites. Et puis, même en disant cela, il y a des gens qui restent convaincus et qui disent « mais non, il faut opérer les gens tôt ». J'ai vu une statistique récemment qui était présentée par Anne Bernard et qui nous disait que le nombre de procédures structurelles d'ici 2035 va doubler. Alors vous imaginez, si on suit les recommandations et qu'on met des TAVI à partir de 70 ans à des gens qui ont juste 4 mètres de Vmax, il y a de bonnes chances que 10 ans après, vers 80, il y aura un certain nombre de prothèses dégénérées qui vont s'ajouter aux procédures que l'on a déjà anticipées. Ça va être un raz-de-marée. En termes de ressources de santé et en termes économiques, et puis en termes médicaux pour les patients, je ne suis pas du tout sûr qu'on s'y retrouve. S'il vous plaît, pour l'écho d'effort tous les ans, oui. L'assurance du RAC asymptomatique, donc il y a l'épreuve d'effort pour voir s'ils deviennent symptomatiques, et au niveau échographique, vous cherchez un gradient qui... Non, surtout pas. En fait, ce qu'a regardé Eric en échographie, c'est tout simplement voir s'il y a des dysfonctions ventriculaires gauche d'effort qui apparaissent, qui sont tout à fait évidentes. Donc lui, il fait de l'échographie d'effort, il regarde également les données d'épreuves d'effort toutes simples. Votre point est très juste, parce que d'ailleurs, dans les recommandations, c'est l'ECG d'effort qui est recommandé, non pas l'écho d'effort. Tout simplement parce que les premières études sur les échos d'effort étaient fixées sur l'augmentation du gradient pendant l'effort, qui probablement ne sert à rien. Donc ce que peut ajouter l'échographie d'effort par rapport à l'épreuve d'effort simple, c'est que les patients sont en position semi-assise, donc ça augmente la pression artérielle, le retour veineux et le produit fréquence-pression. Donc ça sensibilise peut-être un peu l'examen. Et surtout, on peut démasquer des dysfonctions systoliques ventriculaires gauche pendant l'effort. Merci. Donc moi j'ai une dernière question. On a publié dans New England, mais comment ça se fait que les experts quand même arrivent à changer les recommandations des sociétés savantes? Je pense que tu as comme moi. Parce que on passe à 2A maintenant, et bah voilà, donc c'est rentré dans les mœurs, et maintenant elles nous sont opposables. Alors, rentrer dans les mœurs, moi je dirais non. Elles nous sont opposables, oui, peut-être. Il faut, je ne sais pas, tu as probablement déjà assisté ou participé à des comités de guidelines. C'est un petit peu, je ne dirais pas que c'est la foire d'empoigne, mais c'est celui qui parle le plus fort qui l'emporte. Au départ, je pensais que Philippe Ibarrault était majoritairement responsable de ça, bien qu'il soit vraiment un très très bon défenseur et un fervent défenseur mais je pense que
voilà, il y a des gens qui y croient. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont coordonné les études et ils ont eu probablement raison, ils ont été majoritaires, ils ont fait passer en 2A. Il y a plein d'autres gens, que je ne citerai pas, qui étaient dans ce comité pour les recommandations européennes 2025, qui étaient contre et qui avaient voté du 2B, mais voilà, ça a été la majorité. C'est une décision majoritaire. Ok, merci. Nous accueillons maintenant Merci beaucoup. le professeur Christophe Meun qui va nous parler des grandes études dans la science cardiaque. Merci François. Bonjour à tous. Je remercie Walid Amara pour son invitation. Et puis je vais quand même vous dire un mot. En fait, il m'a envoyé un mail et il m'a dit ça serait bien à la fin de la présentation de mettre une ou deux études amusantes. Donc vous allez voir, je me suis un peu creusé la tête, mais j'ai essayé de trouver des études qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà les liens d'intérêt. Alors, la première étude dont je souhaitais vous parler, c'est le retour d'un survivant. C'est la classe des Digitaliques, donc c'est l'étude DigitHF. Vous voyez, une grosse étude avec plusieurs particularités. La première, c'est que ce sont des patients vraiment sévères. Donc ils étaient en classe 3 ou 4 avec une fraction d'éjection altérée, ou alors avec une fraction d'éjection franchement altérée en classe 2. La deuxième chose, c'est que les auteurs mesuraient la concentration plasmatique de digitoxine et étaient volontairement infrathérapeutiques. Alors ça, c'est basé sur l'analyse a posteriori de l'étude DIG, qui était négative, mais il y a le sous-groupe infrathérapeutique semblait tirer un bénéfice. Donc c'est une étude versus placebo, et vous voyez, mortalité ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque à 36 mois. Alors, je vous montre les courbes. Il y a deux informations. La première, c'est qu'effectivement, à 36 mois, il y a une différence significative. C'était le critère principal. Et la deuxième, c'est que malheureusement, quand on les suit tous, ils meurent tous. Donc ça, c'est la réalité quand même de l'insuffisance cardiaque. L'autre particularité de cette étude, c'est qu'ils étaient extrêmement bien traités. On est même un peu surpris. Vous voyez le taux de défibrillateur, on est à quasiment 70%. Et puis si on regarde les médicaments, je parlais loin du micro, vous voyez notamment la classe des ARM, qui sont souvent les parents pauvres dans les études. Vous êtes à 76% d'ARM. Donc, le bénéfice est réel. 22 patients à traiter pour éviter un événement, qui est un événement dur. Cette étude est tout à fait remarquable. Deuxième étude, toujours dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, une étude qui a intéressé l'éditeur de Nature Medicine, un gros effectif, 12 patients. Donc c'est de la thérapie génique. C'est un inhibiteur de phosphatase, donc qui va jouer sur l'homéostasie du calcium. C'est délivré par voie antérograde lors d'une coronarographie. Des patients extrêmement graves, entre 15 et 35% de fraction d'éjection. Bien sûr, je ne vous donnerai pas la valeur de P, mais il y aurait des signaux positifs sur à peu près tous les critères, que ce soit la fraction d'éjection, la classe fonctionnelle ou tous les autres critères. Une autre étude, toujours dans l'insuffisance cardiaque, mais ce coup-ci, fraction d'éjection non altérée. Donc je dis non altérée parce qu'en fait, on nous les vend comme fraction d'éjection préservée, mais en fait, c'est toujours un mélange de fractions d'éjection moyennement réduite et réduite. Une petite particularité, c'est que c'est un médicament qu'on n'a pas et qu'on n'aura peut-être jamais, puisque le labo a décidé de ne pas le commercialiser en France. C'est la finérénone. La finérénone qui est un ARM non stéroïdien. Donc 6000 patients, plus de 40% de fraction d'éjection, avec une définition une classification dans l'insuffisance cardiaque qui est certaine parce qu'ils avaient des peptides élevés et des anomalies structurelles, un critère d'évaluation qui est la mortalité cardiovasculaire ou l'aggravation d'insuffisance cardiaque. Et
comme souvent les anglo-saxons, ils mettent dans cette catégorie, ils mélangent les hospitalisations et la visite urgente pour une petite dégradation ou une téléalarme qui sonne. Le résultat, c'est un bénéfice en faveur de la finérénone par rapport au placebo. Donc ça vient nous soulager un peu après l'étude avec la spironolactone. Les caractéristiques des patients, mais comme on est en retard, je vais accélérer. Et il y a quand même quelques petites particularités. Donc l'étude est bénéfique. Le nombre de sujets à traiter, 35, ce qui est quand même assez faible. Par contre, deux choses un peu étonnantes. Pas d'amélioration des symptômes. Ni la classe fonctionnelle NYHA, ni le QCCQ score complexe. Et puis la deuxième chose, c'est un peu comme RELS, c'est-à-dire que vous mettez un ARM, l'hyperkaliémie n'existe pas. Vous voyez, 3% d'hyperkaliémie à plus de 6 millimoles. Alors c'est vrai que les non-stéroïdiens en donnent probablement moins, mais ça reflète probablement quand même le fait que ce soit des malades archi-sélectionnés et archi-surveillés. Toujours dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection non altérée ou préservée, une méta-analyse sortie cette année sur les analogues du GLP-1. Donc ça contient entre autres l'étude SELECT, qui est probablement la plus connue. Et je vous ai mis en bas, c'est peut-être pas très lisible, mais les indications dans lesquelles ces études ont été faites. Donc, ils étaient insuffisants cardiaques à plus de 40% de fraction d'éjection, 8000 patients globalement quand on poule les études, et vous voyez, ils sont soit diabétiques et insuffisants rénaux, soit obèses, soit athéromateux. Et globalement, il y a un bénéfice clair sur l'aggravation notamment de l'insuffisance cardiaque, et probablement d'autres bénéfices, même si le critère mortalité cardiovasculaire ne sort pas, mais ensuite, quand vous poulez tous les événements, la différence est significative, bien sûr. Ce sont essentiellement les hospitalisations, et puis, alors, on n'a pas le droit de le faire, parce que c'est une méta-analyse, mais quand on regarde quand même les sous-groupes qui tirent le plus de bénéfices, ce sont les diabétiques ou les obèses, donc on retrouve le profil métabolique. Pareil, pour faire plaisir à Walid, une étude, alors là je crois que c'était 8 malades. Donc c'est la voie du CERCA, donc c'est le métabolisme du calcium, donc thérapie génique, là encore administrée par voie endocoronaire, qui va empêcher la recapture du calcium. Alors là je vais être encore plus prudent dans ma conclusion. Je vais dire qu'il n'y a pas de mauvaise tolérance, et tout le reste, là encore, ça semble très très beau. La classe NYHA, l'hémodynamique avec la pression capillaire, ça semble très bien. Le NT-proBNP, c'est un peu plus mitigé. Bon, sur 8 patients, on s'en passera. Alors pour conclure, 2025, ça a été un très beau cru. On a des nouvelles données favorables dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et puis, on a une approche peut-être phénotypique, donc notamment sur les patients métaboliques, les obèses, les diabétiques. On a un revenant, la classe des digitaliques dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Et alors là, je suis très embêté parce que je dis un revenant, mais moi, je fais partie des gens qui l'utilisaient quand même quand on était un peu en difficulté avec certains patients. Donc je vois que mon âge avance, puisque je classe cette catégorie pour les revenants. Et puis la thérapie génique, avec peut-être de nouvelles approches, notamment dans tout ce qui touche au métabolisme du calcium. Alors bien évidemment, le prochain défi, et ça sera pour les orateurs de 2026, c'est espérer que toutes ces thérapies géniques soient confirmées sur au moins le double de l'effectif, c'est-à-dire, pourquoi pas, une vingtaine de patients. Je vous remercie.
Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, la digoxine, on l'utilise effectivement très rarement. On la réserve encore pour les patients pas trop âgés en arythmie. Mais voilà. Ouais, alors je pense qu'on est plusieurs, hein, malheureusement, d'un âge certain à l'utiliser quand on est entre guillemets au-delà de toute ressource, ou quand le patient ne peut pas recevoir la quadrithérapie, qu'on est très embêté parce qu'hémodynamiquement il se crache dès qu'on met certaines drogues. Et moi, ces patients-là, je les laissais à la digoxine. Voilà. Donc cette étude me remonte un peu le moral, me dit que je suis pas un grand criminel. J'ai une petite question. L'étude des JTAF a été faite avec la digitoxine et pas la digoxine, qui est à élimination hépatique et pas rénale, avec des doses inférieures. Est-ce que, selon vous, le fait que ça soit à élimination hépatique et pas rénale chez ces patients assez particuliers, insuffisants cardiaques, polymédiqués, souvent insuffisants rénal aussi, pourrait expliquer la différence entre les deux études ? Alors, je ne pense pas. À mon avis, les deux différences notables sont que les malades étaient extraordinairement bien traités et il n'y a pas du tout de surmortalité rythmique parce qu'ils ont le DEF, parce qu'ils ont tous les traitements. Et la deuxième chose, parce qu'on est infrathérapeutique. C'est-à-dire que vraiment, ils mesuraient la concentration plasmatique et ils voulaient être infrathérapeutique. Et ce que je disais, hein, l'analyse post-hoc de DIG, c'était le seul sous-groupe. Alors, bien sûr, on a... Statistiquement, l'étude est négative, j'ai rien le droit de dire, mais on génère une hypothèse. Les patients qui étaient sous-thérapeutiques en digoxine, il y avait peut-être un bénéfice. Et c'est assez amusant parce que quand on lit l'article, les auteurs n'arrêtent pas de faire des références à l'étude DIG, alors qu'effectivement, c'est pas la même molécule. La digitoxine n'est pas commercialisée partout, mais je pense vraiment que c'est un effet de classe. Et que la voie d'élimination, si on mesure la concentration, ça va rien changer. Oui, une question. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez d'APA Act qui a été publié cette année, qui a été communiqué? Et pensez-vous que les GT2 ont une place à la phase aiguë d'insuffisance cardiaque? Alors, oui. Donc l'étude, elle est négative sur leur critère principal, mais dans la foulée, il y a 2 méta-analyses qui ont été publiées et qui ont montré un bénéfice. Donc je crois qu'il y a un bénéfice scientifique, mais il y a aussi une attitude, je pense, qu'on fait tous, hein, c'est quand on reçoit le malade à la phase aiguë de la décompensation, on le met tout de suite. Hein, c'est-à-dire que les malades, chez moi, ils reçoivent le Lasix IV, ils reçoivent l'inhibiteur du SGLT2 et parfois même, je leur mets l'ARM aussi dès l'admission. Voilà, donc ça confirme une pratique clinique qui est largement répandue. Dernière question. Le micro arrive. Est-ce que la digoxine peut être utilisée dans les causes ischémiques? Oui, il n'y avait pas de distinction dans l'étude. Il n'y a pas de contre-indication dans ce cas-là. Mais à la condition de malades qui reçoivent une quadrithérapie, qui sont parfaitement optimisés et qu'on soit infrathérapeutique. Merci. On va passer à la présentation suivante. Donc, on va demander au docteur Zouaghi de nous parler des dernières études en rythmologie. Merci. Bonjour à tous, je suis Emer Zouaghi, je suis rythmologue à Antibes. Et moi, je vais vous faire la partie rythmo, des études qu'il ne fallait pas manquer en 2025. Alors, je tenais à remercier l'organisation de m'avoir invité. Donc ça, c'est mes liens d'intérêt. Alors moi, j'ai pris le parti de présenter mes 2 chouchous au départ. Donc je vais passer un peu plus de temps sur les 2 premières études et on ira un peu plus vite sur les suivantes. Donc premier chouchou, c'est l'étude podcast qui répondait à une question assez simple, c'est de se dire, chez des patients à haut risque d'arythmie ventriculaire, est-ce qu'en mettant une kaliémie la plus haute possible, la plus proche possible de 5 millimoles par litre, on peut être bénéfique. Donc c'est une étude randomisée au Danemark avec des critères d'inclusion très simples.
patient porteur de défibrillateur, quelle que soit la raison de prévention primaire, secondaire, et une calémie à l'inclusion qui était inférieure à 4,3 millimoles par litre. Et c'est tout. Avec comme bras, un bras standard, donc une prise en charge standard sans particularité, un bras, on a essayé d'avoir une calémie entre 4,5 et 5 millimoles par litre par des conseils diététiques, du rajout de potassium et ou des antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes. Ces gens-là, on les a suivis pendant 39 mois, et le critère de jugement principal était composite, TV soutenu, thérapie du DEF, hospice non prévu pour insuffisance cardiaque ou arythmie et décès toute cause. On va aller assez vite sur la population, qui est une population globalement standard de patients porteurs de défibrillateurs. Ce que je tenais juste à vous montrer, c'est que la kaliémie, au départ, c'est pas des patients en hypokaliémie, c'est des patients qui ont une kaliémie normale. Au départ, ils ont tous 4 millimoles. Et dans cette étude, à 39 mois, on avait un bénéfice cliniquement significatif du bras, où on a essayé d'avoir une kaliémie entre 4,5 et 5 millimoles par litre. Alors c'est un bénéfice qui a été médié essentiellement par les événements rythmiques. Il faisait moins de TV soutenu, moins de thérapie du défibrillateur. Évidemment, il n'y avait pas de différence sur les décès. Et l'autre élément intéressant sur cette population, c'est que le groupe contrôle a gardé une kaliémie autour de 4 millimoles par litre, ça c'est logique. Par contre, le groupe d'intervention, en fait, il n'y en avait que 50%, même pas. Quand on atteint la cible de 4,5 à 5 millimoles par litre, on avait une moyenne de kaliémie à 4,3 chez la population du groupe interventionnel. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que cette différence qui est juste de 0,3 millimoles par litre, elle a pu avoir un bénéfice clinique qui est net sur les événements rythmiques. Et donc, je trouve que podcast, c'est quand même quelque chose qui va potentiellement et probablement changer nos pratiques parce que c'est une stratégie simple. Il n'y avait pas plus de complications, d'ailleurs, dans le groupe du potassium élevé. Et on va probablement proposer cette stratégie qui est assez simple à nos patients. Deuxième étude chouchou, c'est l'étude Alone-AF, qui pose une question, qui est une question que nous, rythmologues, on entend très souvent en consultation. C'est des patients à qui on propose une ablation de FA qui nous disent « Docteur, si votre ablation marche, est-ce qu'on peut m'arrêter les anticoagulants derrière ?» Alors vous savez que jusque-là, notre réponse et les recommandations, c'est les anticoagulants dépendent uniquement du score SHADS-VA ou SHADS-VASC à l'époque de l'étude. Si c'est supérieur ou égal à 1, on est obligé de continuer les anticoagulants, que l'ablation marche ou ne marche pas. Et donc cette étude coréenne, elle a posé cette question-là avec un protocole d'étude assez simple. C'est des patients qui avaient une FA, qu'elle soit paroxystique ou persistante, qui ont été ablatés. Et on a regardé au bout d'un an si cette ablation a été réussie ou pas. Et on a considéré que l'ablation était réussie si au bout d'un an, on avait au moins 2 Holter ECG de 24 heures qui montraient plus de FA. Si on en était à ce point-là, on les a randomisés en 2 groupes. Un groupe où on a continué les anticoagulants comme ce qui est recommandé. Donc tous les patients avaient un score de SHADS-VASC supérieur à égal à 1. Et un groupe où on a arrêté les traitements anticoagulants. Et on a regardé à 2 ans des événements ischémiques, les AVC, les embolies systémiques, et des événements hémorragiques. Alors, là-dessus, la population, elle est intéressante parce que on a une moyenne d'âge qui est de 64 ans, ce qui est relativement jeune pour une population de FA. On avait 2 tiers de FA paroxystique, donc une majorité de FA paroxystique, probablement des patients avec une atriopathie un peu moins avancée quand même que de la fibrillation atriale persistante. Par définition, une charge en FA un peu moins importante aussi. Et donc probablement une population avec un risque thrombotique de base qui est pas forcément très élevé, ce qui se confirmait sur le SHADS-VASC médian, puisque le SHADS-VASC il était à 2, en fait on avait une grande majorité de patients qui avaient un SHADS-VASC à 1 ou à 2, mais malgré tout, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de limite haute de SHADS-VASC, il y en avait 10% qui avaient plus que 4, et donc par définition il y avait 5% des patients qui avaient plus que 4 de SHADS-VASC et qui n'avaient pas d'anticoagulants. Ils ont quand même eu du courage, on va dire. Et le résultat, c'est que le groupe où on a arrêté le traitement anticoagulant avait un bénéfice net sur le critère composite. Alors un bénéfice qui est tiré par évidemment la réduction des hémorragies majeures, c'est logique, ils ont fait beaucoup moins d'hémorragies majeures que le groupe qui avait encore des anticoagulants, mais ils n'ont pas fait plus d'ischémie que le groupe où on a arrêté les traitements, que le groupe où on a continué les traitements anticoagulants. Et d'ailleurs, je vous ai montré la population pour ça. En fait, il y a eu au global très peu d'événements ischémiques. Ça, c'est une étude très intéressante. Et alors, en préparant ce topo, je suis obligé de vous parler d'une deuxième étude qui est parue, qui est toute fraîche, qui est sortie il y a 10 jours dans New England, qui a été présentée à l'AHA, qui est une étude avec la même question, le même protocole exactement, des patients qui ont une FA, qu'on ablate, pas de récidive au bout d'un an, un SHADS-VASC supérieur ou égal à 1, à qui on arrête les anticoagulants ou
une des différences de Ocean par rapport à l'ONAF, c'est que dans Ocean, le groupe contrôle, c'était un groupe où on a mis de l'aspirine. On n'a pas mis du placebo, mais c'était anticoagulant versus aspirine. Alors c'est critiquable. On est un peu pressé, donc on ne va pas rentrer dans le débat, mais c'est comme ça. Et l'autre différence de Ocean par rapport à l'ONAF, c'est que tous les patients ont eu une IRM cérébrale. Une à l'entrée et une à 3 ans à la fin du suivi. Et le critère de jugement, c'était un critère purement ischémique, AVC, embolie systémique, AVC infraclinique. La population d'Ocean, je vous la montre rapidement, elle est quasiment identique à la population de l'ONAF, 2 tiers de FA paroxystique, essentiellement des chats de vase K1 ou A2, et des FEVG conservés. Et un peu comme dans l'ONAF, on avait pas de différence significative sur le critère ischémique entre on continue les anticoagulants ou on les arrête. Donc ces 2 études, elles sont extrêmement intéressantes parce que moi personnellement, des patients avec des chats de vase K1 ou A2 qui sont probablement la cible de ces 2 études, quand on ablate de l'AFA, qui ne refont plus et qui me demandent si on peut leur arrêter les anticoagulants, j'en ai beaucoup. Jusque-là, je leur disais non. Ça va probablement et possiblement, on en discutera, changer nos pratiques. Autre étude de nos confrères bordelais, l'étude Marshall-Plan qui a été publiée dans Circulation. Donc pour rappel, autant pour la FA paroxystique, on a une stratégie d'ablation assez claire, on isole les veines pulmonaires, ça marche très bien. Autant pour la persistante, c'est beaucoup moins net. On a des résultats d'ablation qui sont relativement mauvais et globalement, on a du mal à faire mieux que juste isoler les veines pulmonaires. Donc les collègues bordelais, ils ont proposé ce qu'ils appellent le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est alcooliser le ligament de Marshall, faire l'isolation des veines pulmonaires et faire des lignes dans l'oreillette, une ligne de l'isthme mitral, une ligne du toit et une ligne de l'isthme cavotricuspide. Et ils ont comparé chez 120 patients cette stratégie à juste isoler les veines pulmonaires et ils ont suivi les patients par un ECG hebdomadaire et à 1 an, on avait une différence qui était significative et claire en faveur de ce plan Marshall par rapport à juste isoler des veines pulmonaires. Ils avaient même des résultats impressionnants pour de la FA persistante. On avait 86% de patients qui ne récidivaient pas de FA au bout d'1 an, alors avec et sans antiarythmique, mais quand même, qui a un résultat extrêmement intéressant. Un petit mot sur la paroxystique après la persistante, avec Single Shot Champion qui a fait quand même le New England, qui s'est intéressé à 2 cathés dédiés à l'isolation des veines pulmonaires, le ballon de cryothérapie versus le cathé d'électroporation de Boston Farapulse, donc des patients qui avaient une FA paroxystique, à qui on a isolé des veines pulmonaires en randomisant par un cathé ou l'autre. On leur a tous mis un dispositif d'enregistrement d'événements de type Reveal, et on a regardé les récidives à partir du 3e mois, ce qu'on considère comme la phase de blanking inflammatoire. Donc Single Shot Champion, ça a été designé pour montrer une non-infériorité de l'électroporation par rapport à la cryothérapie. Et on avait 62% de patients qui n'avaient pas récidivé après cryothérapie versus 49% après cryoballon. Donc évidemment, on a atteint la non-infériorité du ballon d'électro... Enfin, pas du ballon d'ailleurs, du cathé d'électroporation. Et alors c'est de la triche, mais statistiquement, on pouvait même atteindre la supériorité de l'électroporation par rapport au ballon de cryothérapie. Donc Single Shot Champion, je pense que ça finit d'enterrer la cryothérapie dans l'isolation des veines pulmonaires. Et d'ailleurs, enfin vous me direz si je me trompe après, mais je pense que tous les centres qui ont accès à l'électroporation maintenant isolent des veines en single cathéter plutôt en électroporation qu'en cryothérapie. On reste sur de l'AFA, mais plutôt sur tout le versant prise en charge des facteurs de risque associés. Vous savez, et ça a été démontré à de multiples reprises, que tous les facteurs type obésité, alcool, sédentarité, c'est des facteurs qui sont liés à l'AFA. Et ben, il y a eu 3 études que j'ai trouvées intéressantes, qui sont intéressées à ça. Je vais vous les montrer dans leur ordre de parution. La première, c'est PRAC25, des patients avec de l'AFA obèses, avec un IMC entre 30 et 40, qu'on a randomisé en 2 groupes. Un groupe où on leur a fait une ablation de l'AFA, et un autre groupe où on leur a mis antiarythmique, plus une prise en charge diététique et physique intensive avec un nutritionniste, un coach sportif, tout ça. Et on a regardé les récidives de FA à 1 an. Et dans PRAC25, c'était victoire par KO de l'ablation par rapport à antiarythmique et prise en charge diététique. Deuxième étude, patients diabétiques avec un IMC supérieur à 24, on leur a tous fait une ablation de FA et on a regardé 2 groupes. Un groupe où, comme tout à l'heure, on a fait une prise en charge diététique et physique intensive et un deuxième groupe où, en plus de ça, on a rajouté le médicament magique du moment, le semaglutide, et on est allé regarder les différences en termes de récidive de FA. Alors, ça vous étonnera pas, les patients du groupe semaglutide, évidemment, ils ont perdu bien plus de poids que le groupe juste prise en charge diététique, il y avait quasiment
40% des patients qui avaient perdu plus que 10% de leur poids. Et ce qui était intéressant, c'est que cette perte du poids, et en tout cas la prise supplémentaire du semaglutide, elle s'est associée à un risque de récidive de l'AFA qui était bien moins important que le groupe qui n'avait pas de semaglutide, on avait un bénéfice de 32%. Et dernière étude sur le sujet, c'est AREST-AF, qui a été publié dans le JAMA. C'est des patients avec une FA, un IMC à 27 et un autre critère du syndrome métabolique, donc obésité abdominale, HTA, etc. Ils ont tous été ablatés et on leur a fait prise en charge standard versus prise en charge diététique agressive et on a regardé un an ce que ça donnait et là on voit de manière nette que la prise en charge des facteurs associés, ça réduit de manière significative les récidives de FA et c'est d'autant plus intéressant qu'on avait un différentiel très net alors qu'il n'y avait que 120 patients dans cette étude. Ces 3 études, ce qu'elles disent, c'est que des patients obèses ou diabétiques avec de la FA, ce qui marche le mieux, ça reste quand même l'ablation, il faut les ablater. Mais si vous voulez que cette ablation elle soit efficace et si vous voulez donner le maximum de chances de succès, il faut quand même prendre en compte tout ce qu'il y a autour et notamment leur obésité. On a beaucoup parlé de FA et d'électrophysiologie. 2 études sur la stimulation, commençant par Praetorian XL. Donc Praetorian XL, c'est la suite de l'étude Praetorian qui, je vous le rappelle, avait randomisé des patients qui avaient une indication de DEF sans indication de stimulation en un groupe défibrillateur sous-cutané versus un groupe défibrillateur endocavitaire. Ça avait montré que le sous-cutané était non inférieur au défibrillateur endocavitaire sur les complications de DEF. Praetorian XL voulait aller plus loin. On a suivi les patients plus longtemps, 7 ans et demi. Et le but, c'était de montrer une supériorité du sous-cutané par rapport à l'endocavitaire sur les complications du dispositif. Alors numériquement, il y avait effectivement beaucoup moins de complications dans le sous-cutané par rapport à l'endocavitaire. On n'atteignait pas la significativité en intention de traiter. Par contre, au bout de 7 ans et demi, il y avait énormément de crossover. Il y avait à peu près 10% de crossover entre les groupes. Et si on regardait en pair protocole, on avait pour le coup de manière significative moins de complications dans le groupe sous-cutané que dans le groupe endocavitaire. Ce que dit Praetorian, globalement, c'est que des patients, et ça on le sait, des patients qui ont besoin d'un défibrillateur et qui n'ont pas besoin d'être stimulés, le sous-cut ça marche bien, le sous-cut ça donne moins de complications, essentiellement moins de complications de sonde, pardon. C'est pas une solution magique non plus. Ce qui passe un petit peu rapidement dans Praetorian XL, c'est que au bout de 7 ans et demi, notamment en termes de durée de batterie, on avait 10% des DEF endocavitaires qui avaient été remplacés pour usure de la batterie. Il y avait la moitié des sous-cutanés qui ont dû être remplacés. Au bout de 7 ans et demi, ça fait quand même un peu beaucoup. On est en 2025, impossible de faire un topo de rythmo sans parler de simulation de la branche gauche. Alors malheureusement, je vous parle pas d'études randomisées, parce qu'il y en a qui ont été présentées mais pas publiées, probablement en 2025. En 2026, il y aura des études là-dessus. Moi, je vais vous parler de celle-là, qui est une suite de MELOS. Alors, pour ceux qui ne savent pas, MELOS, ça a été les premiers énormes registres européens sur la stimulation de la branche gauche. Donc, dans celle-là, ils ont regardé des patients qui avaient un BAV complet persistant, donc qui avaient un pourcentage de stimulation attendue qui était important, qui avaient tous une FEVG normale ou subnormale, donc qui n'avaient pas d'indication a priori de resynchronisation. Et on a comparé 2 groupes, un groupe qui a eu une sonde VD standard versus un groupe qui a eu une stimulation de la branche gauche. Et on a rendu les groupes comparables avec un score de propension. Malheureusement, c'est un registre rétrospectif. Et à 4 ans, on avait une différence nette de mortalité toute cause. Donc, difficile quand même de faire plus dur comme critère de jugement, en faveur du groupe qui avait la stimulation de la branche gauche. Et l'autre élément intéressant dans cette étude, c'est que, je vous rappelle que la stimulation de la branche gauche, il y a des critères électriques, électrophysiologiques, pour dire qu'on stimule bien la branche gauche. Pour ceux qui font de la rythmologie, qui font de la stimulation de la branche gauche, ça nous arrive régulièrement d'être au bloc, d'essayer de faire de la branche gauche, d'avoir des QRS fins, sans les vrais critères de la stimulation de la branche gauche. On dit, bon, c'est pas mal, on peut s'arrêter là. Franchement, les QRS sans fin, pourquoi s'embêter? Ça, ce qu'on fait, c'est de la stimulation septale profonde, c'est la courbe qui est au milieu. Et en fait, ce que dit cette étude, c'est que ça vaut la peine d'insister un petit peu quand même, parce qu'il y a une différence nette et significative de mortalité entre de la branche gauche et de la stimulation septale profonde. Alors, la stimulation septale profonde, ça fait quand même mieux que juste la stimulation ventriculaire standard, mais ça fait un petit peu moins bien que la stimulation de la branche gauche.
Et dernière étude pour finir, on est tous en postprandial après un bon café, donc on va faire une étude sur le café, qui est l'étude DECAF. On a toujours cette idée et cette pensée un peu historique de dire que le café, ça donne des palpitations, le café, ça donne des extrasystoles, le café, ça donne de l'AFA. Alors on a eu créé il y a 2 ans Café de New England qui a montré que le café, ça donnait pas plus d'extrasystoles que de pas en prendre. Et ben DECAF, qui a fait le JAMA quand même, a étudié le lien entre café et EFA, publié il y a 15 jours. Il a pris 200 patients qui buvaient du café, alors pas de manière intensive, ils buvaient en moyenne un café par jour, qui faisaient de l'AFA persistante. On les a choqués. Ils sont revenus en rythme sinusal et on les a randomisés en 2 groupes. Un groupe où on a arrêté le café, un groupe où on leur a demandé de continuer. Alors, ils continuaient à boire, encore une fois, pas énormément, mais voilà. Et on a regardé à 6 mois s'ils récidivaient ou pas, et si la consommation de café était associée à une récidive plus importante de FA. Et ben, ce que ça a montré de CAF, c'est que non seulement il n'y avait pas une récidive plus fréquente au café, mais que même le café avait un effet antiarythmique, et que ces patients-là faisaient moins de FA quand ils continuaient à boire leur café. Donc ça va peut-être faire un petit peu changer nos phrases toutes faites de dire oui, évitez le café si vous voulez ne pas avoir de palpitations. Et j'arrive ainsi à la fin de ma présentation. Merci. Merci Amir pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, juste une question concernant les 2 premières études que vous avez montrées, concernant les anticoagulants après l'ablation. C'est vrai que les recommandations maintenant ils sont claires. Toujours poursuivre les anticoagulants en cas de chasse vasque supérieure à 1. Alors, ces études sont encourageantes. Si jamais on arrête les anticoagulants, et vous savez, maintenant, les familles, tout ça, sont branchées sur Internet et suivent tout et tout ça. Ça dit quoi sur le plan médico-légal, si jamais le patient fait un problème? Alors, bonne question. Je laisse un peu tout le monde répondre, parce que je n'ai pas forcément de réponse claire. Je pense que ce qui est opposable, c'est les recommandations. Les études, elles sont toutes neuves, notamment Ocean, ça c'est sorti il y a 10 jours. Pour être franc, moi je... Vous faites vous? Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, depuis Alone AF et Ocean, sur des discussions un petit peu limites de patients, j'ai 2 exemples clairs de patients avec un CHA2-VASc 1. Je leur ai arrêté les 2, les anticoagulants, en basant sur ces 2 études. Ça vaut ce que ça vaut, en leur expliquant bien que, en leur parlant, en leur expliquant bien que les recommandations, c'est pas ça, mais que les recommandations évoluent via des études, et qu'on a 2 études qui sont récentes, qui peuvent par définition pas être prises en compte dans les recommandations, qui sont quand même très encourageantes. Après, est-ce que si ces 2 patients sont en train de faire un AVC actuellement et qui portent plainte contre moi, je serai en prison demain, peut-être. J'ai pas la réponse. Portrait des oranges. Pour répondre merci. à votre question, en fait, ça dépend. Moi, ça fait quelques années que j'arrête chez les CHA2-VASc 1. Mais si ce sont des patients jeunes, assez cortiqués, on peut discuter avec eux. On peut mettre ça dans le courrier. Le patient, il a le droit de décider aussi. Donc, quand le médecin décide, même si c'est pas dans les recos, et que le patient est convaincu, souvent, je leur demande d'acheter une montre connectée. Donc, pour détecter éventuellement une récidive de FA précocement, et ça se passe très bien. Donc, oui, mais ce qui est une stratégie qu'on fait nous, mais qui est reposée sur la discussion avec les patients. C'est juste... Ce qui reste important, je pense. Oui, le CHA2-VASc 1, c'est pas celui qui pose le plus de problèmes. Non, c'est le 2. Ouais, ça, on parle du 2, ouais. C'est surtout le 2. À partir de 2, ouais, voilà. Le 2, ouais. Comment on explique qu'ils aient fait un bras avec aspirine dans Ocean? Parce alors, que ça alors, ouais, alors, ce qu'il disait, c'est qu'ils avaient 2 explications à ça. Alors, il le regrettait lui-même. J'ai regardé une interview de lui sur ça, parce que je trouvais ça embêtant. Il disait que la première chose, c'est qu'ils avaient commencé les inclusions en 2016. Les premières inclusions d'Ocean, c'était 2016. Il disait qu'à l'époque, il y avait encore une petite place de l'aspirine dans la FA. Et deuxième chose, c'est que comme eux-mêmes n'avaient pas mis de limite haute de CHA2-VASc, ils avaient aussi des patients avec des CHA2-VASc à 4 et 5. Ils étaient un peu frileux, quand même, eux, contrairement à Alone AF, d'arrêter tout chez ces patients-là, et ils se protégeaient un petit peu avec l'aspirine. Et ensuite, avec beaucoup de mauvaise foi, il a quand même dit que, comme on a montré ensuite que l'aspirine faisait pas mieux que rien en termes d'AVC, on pouvait considérer l'aspirine comme un placebo, qui est quand même un peu de mauvaise foi. Bon. Ouais. Alors, après, il faut ajouter aussi que
Dernière question pour essayer d'avancer. Allez-y. Non, c'était la durée. Je trouvais que la durée, bon, c'est quand même... avant de répondre, oui, vous pouvez arrêter. Je crois que c'était maximum 2 ans de c'est 2 ans, suivi. Ouais. Donc, je pense que c'est les recommandations, on verra comment elles réagissent, mais ça m'étonnerait qu'elles changent complètement avec juste ces 2 études. Merci. Merci. On va demander à Grégoire Anger de venir nous parler des études concernant les coronaires. Merci Grégoire. Merci pour l'invitation. Donc je vais vous parler un petit peu de coronaropathie, on garde le meilleur pour la fin. Les coronaires. Ça a été assez riche en 2025 et je me suis centré vraiment sur les études qui, comme le titre l'indique, vont changer ma pratique. Alors, vous allez voir, c'est évidemment très subjectif comme choix, mais en tout cas, c'est celles qui m'ont interpellé le plus. Donc, premièrement, sur le dépistage et diagnostic de la maladie coronaire, vous vous rappelez de cette étude de Scott Hart qui avait tout à coup révélé que la prise en charge initiale dans un angor stable par le coroscanner plutôt que par les tests fonctionnels amenait un bénéfice sur les événements durs pour le patient qui était dans le groupe coroscanner. On a maintenant un suivi à 10 ans de cette étude qui a quand même marqué un peu l'histoire, qui a changé un peu nos pratiques. Et les résultats, comme vous le voyez, donc c'était des patients qui étaient angor stables avec des angors typiques ou atypiques ou même des douleurs fortement peu suspectes. Et vous voyez que le coroscanner fait mieux que la prise en charge classique qui est par les tests fonctionnels, ce qui a amené au changement des recommandations où il y a eu une dégradation notamment de tous les tests fonctionnels dans la prise en charge diagnostique de la maladie coronaire stable. Et donc ça, sur la durée à 10 ans, ça change. Alors comment ça s'explique? C'est essentiellement par le graphe de droite où quand vous faites un coroscanner, vous voyez la maladie coronaire, vous voyez pas les sténoses serrées comme le test fonctionnel le montre, et donc vous traitez mieux vos patients, vous les mettez sous statine, sous aspirine, et bien comme le montre le graphe à gauche où dans le groupe coroscanner ils sont mieux traités, et du coup comme ils sont mieux traités, ils sont mieux dépistés, et bien ils vont mieux au final, avec pas beaucoup plus de coraux. Au début, il y a plus de coronarographies qui sont faites à cause du coroscanner, mais avec le temps, les choses s'estompent par rapport à l'autre groupe, et pas plus d'angioplastie non plus dans le groupe coroscanner. Donc, on a bon espoir qu'avec l'amélioration de la qualité du coroscanner, on va aussi limiter le nombre de corodiagnostics inutiles. On en a encore beaucoup trop dans nos salles de caté. Pour ce qui est des traitements antiplaquettaires, là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Alors là, je me permets une étude qui a été menée grâce au registre France PCI. Vous savez que les recommandations dans le pré-traitement ont quasiment disparu des radars, puisque moi, quand j'ai commencé un peu mon activité d'angioplasticien, il fallait mettre du pré-traitement dans l'angor stable, il fallait mettre du pré-traitement pour les non-stémies. Et puis, au fur et à mesure des études qui ont été négatives, le pré-traitement a été dégradé dans les recommandations, au tel point que il est quasiment impossible de pré-traiter un patient si on n'a pas vu son état coronaire avant une potentielle angioplastie ad hoc. Et pareil pour le non-stémie, même non-stémie à haut risque, il est recommandation de grade 3A, donc c'est-à-dire est déconseillé. Ça nous a quand même pas mal perturbé parce qu'on arrive avec des patients qui sont coronariens pour la très très grande majorité, si le screening a été bien fait initialement, et pour lequel ils n'ont pas été pré-traités, à qui on doit mettre un stent, et ça on sait que c'est un vrai problème, puisque les pré-traitements, les traitements mis sur table mettent du temps à être efficaces, 1 à 3 heures selon les traitements. Donc on s'est intéressé à ça dans France PCI, et on a été voir tous les patients qui n'ont pas d'indication au pré-traitement, donc les coronariens stables, les non-stémies, et on a regardé un petit peu, avec des scores de proportion pour essayer de limiter les biais de ces registres, qu'est-ce qui se passait en termes de thrombose de stent. Le registre France PCI, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, c'est le registre référent de cardiologie interventionnelle français. Il y a actuellement 100 centres qui participent. C'est le plus gros registre, un des plus gros registres européens, avec actuellement plus de 350 000 angioplasties dans la base, et avec un suivi systématique à 1 an de tous nos patients.
Donc on a fait une étude, on a regardé ces angioplasties. Donc on était étonné déjà, 84% des patients sont pré-traités, alors que les recommandations, je vous le rappelle, déconseillent de pré-traiter. Donc on ne suit pas du tout les recommandations en France. Quand j'ai présenté cette étude à l'ESC, les gens étaient un peu stupéfaits et les Canadiens me disaient, eux, ils ont des chiffres inverses, c'est-à-dire ils ont 16% de pré-traités et 85% de non pré-traités. Donc en France, on est toujours les mauvais élèves, mais peut-être que vous allez voir que c'est pas si mal que ça. Et on a regardé un petit peu ce qui se passait. Vous voyez, sur le critère primaire qui n'était pas souvent très bien évalué dans les études précédentes, c'est-à-dire la thrombose de stent précoce, donc pendant l'hospitalisation, là il y a 4 fois plus de thrombose de stent. Et initialement, dans la durée d'hospitalisation, 0,4% versus 0,1% dans le groupe non pré-traité versus pré-traité. Donc clairement, il y a un impact majeur sur la thrombose de stent de ne pas pré-traiter ces patients-là. Ça se retrouve aussi sur les événements cliniques durs. Tous les événements vont dans le même sens, en faveur du pré-traitement. Étonnamment, sur les hémorragies graves aussi, mais ça, c'est lié au fait que dans le groupe non pré-traités, il y avait beaucoup de patients sous anticoagulants. Ceux-là, on n'a pas de tendance à pas les pré-traiter, et du coup, c'était probablement pour ça qu'il y avait un peu plus d'assaignement dans ce groupe-là. Si on regarde dans une étude de méta-analyse avec score de proportion, le pré-traitement sort comme un des critères majeurs de thrombose de stent précoce chez ces patients dilatés. Donc juste après, la longueur de stent est quasiment équivalent avec les petites artères. Donc la conclusion, c'est est-ce qu'on doit reconsidérer le pré-traitement dans ces patients-là? Alors peut-être qu'il faut rediscuter ça. À l'ère du coroscanner, on a vu que le patient était coronarien, donc peut-être qu'il faudra peut-être le pré-traiter. Chez les patients qui ont une haute probabilité de maladie coronaire clinique, ceux qui sont à faible risque hémorragique, ceux qui ont une contre-indication chirurgicale, parce que c'est ça souvent qui grevait le risque de surrisque hémorragique. En tout cas, ça nécessiterait probablement à l'ère de la radiale, puisque toutes les études qui ont dégradé le pré-traitement ont plus de 15 ans, avec des voies fémorales pré-iurètères. À l'ère de la radiale, ce serait intéressant de refaire une étude randomisée sur cette topic-là. Sur la durée du traitement, là aussi, plein de choses très intéressantes à l'ESC, notamment cette étude Target First. Ils ont arrêté à 1 mois. C'est les patients qui étaient STEMI ou non STEMI, la bithérapie, pour passer sur un P2/12 puissant pendant les 11 mois qui suivent. Avec, je crois, il y avait plus de 1400 patients dans l'étude, avec un même stent qui était un Firehawk. Et on a regardé un petit peu ce qui se passait. C'était des patients qui n'étaient pas au risque hémorragique. Je vous rappelle que ceux-là, on a tendance à raccourcir la bithérapie. C'est des patients qui étaient à risque hémorragique normaux. En tout cas, ils avaient exclu les hauts risques hémorragiques, justement pour voir ce qui se passait. Et c'était des patients qui étaient à risque ischémique modéré. Vous allez voir que la non-infériorité est obtenue sur les critères de NACE, c'est-à-dire cumulé ischémie et hémorragie. Donc cette étude était positive sur ce critère-là, et avec une non-infériorité qui n'était pas obtenue sur les saignements, c'est-à-dire qu'il y avait plus de saignements évidemment dans le groupe qui avait une bithérapie prolongée. Donc la conclusion de cette étude est claire, quels que soient du reste les sous-groupes concernés, que ce soit les STEMI ou non-STEMI, la bithérapie courte à 1 mois fait mieux en termes de rapport efficacité, balance sécurité, efficacité, fait mieux que la bithérapie longue. Il est probable, et c'était ça qui a été discuté lors de la session plénière sur ce topic-là, que les recommandations sont en retard, parce qu'il y a déjà 4 études qui montrent que la bithérapie courte à 1 mois fait mieux que la bithérapie longue. Donc probablement dans les 2 ans qui viennent, les prochaines recommandations sont en 2027, on devrait avoir des bithérapies beaucoup plus courtes que qu'on a actuellement. Est-ce qu'on peut aller à moins d'1 mois? Eh bien là, il vaut mieux s'arrêter à 1 mois, parce que là, ils ont fait à 4 jours, en moyenne, ils ont arrêté la bithérapie. Et là, c'est pas terrible, puisque vous voyez que là, on est sur un surrisque ischémique. Donc ce premier mois est essentiel de garder une bithérapie. Après 1 mois, si le patient n'est pas à haut risque ischémique, en gros, le message, c'est vous pouvez arrêter. Pour ce qui est des choses plus techniques, j'ai trouvé 2 études intéressantes. Vous savez, la bifurcation, c'est toujours compliqué à traiter pour un angioplasticien, notamment sur la branche fille, savoir s'il faut mettre un stent ou pas, 2 stents. On privilégie de mettre un stent. Et des fois, on est obligé de mettre 2 stents. Là, ils se sont intéressés en disant, est-ce que c'est pas intéressant de mettre un ballon actif dans la branche fille? Et le résultat est très positif, puisque 2 fois moins d'événements si on traite avec un ballon actif plutôt qu'avec un ballon classique.
Vous voyez 18% d'événements sur 300 patients. Une autre étude a été sur la même topic, à peu près le même design, a montré exactement les mêmes choses et a été publiée dans le JACC. Donc là aussi, ça va changer nos pratiques sur les traitements des bifurcations, avec un stent plus un ballon actif, probablement. Sur les lésions calcifiées, vous savez que les recommandations sur l'imagerie coronaire valorisent de classe 1A toutes les lésions complexes et sont définies comme complexes les lésions longues, les lésions avec bifurcation ou les lésions avec tronc commun. Dedans n'étaient pas stipulées vraiment les calcifications qui sont un vrai problème pour pouvoir avoir un bon résultat de stent. L'étude Calypso s'est intéressée à ça. Nicolas Mabille et l'ensemble du groupe qui s'intéresse à l'OCT a publié que on a une amélioration franche du résultat angiographique, qui est la qualité d'ouverture, ce qu'on appelle le MSA, la minimal surface area, la qualité d'ouverture du stent. Et on sait que cette qualité d'ouverture dépend directement le pronostic du patient et le risque de son thrombose de stent. On a montré que dans les lésions calcifiées, si vous utilisez l'imagerie endocoronaire, et en l'occurrence c'était l'OCT, vous allez améliorer votre MSA et vous allez diminuer donc très probablement vos événements ischémiques. Et ça de façon très significative. En conclusion, le coroscanner de première intention dans le diagnostic d'un maladie coronaire, c'est de plus en plus vrai. On est actuellement dans le registre hospitalier uniquement à 20% des patients qui arrivent pour un coroscan, pour une maladie coronaire. Donc ça augmente chaque année, mais on est encore loin de ce qui est recommandé. Le pré-traitement a rediscuté. Les recommandations, on a l'impression qu'elles ont été un peu trop, le balancier a été un peu trop loin. Et peut-être qu'il y a une place encore sur ce pré-traitement sur des populations bien définies. La durée de vie thérapie, là, ça va changer dans les prochaines années, c'est sûr. Ça sera plus 12 mois, mais ça sera probablement entre 1 et 3 mois, la référentielle. La place du ballon actif dans les bifurcations, là aussi, c'est en train de bouger. Et puis l'imagerie endocoronaire, on est actuellement à 3% en France d'utilisation coronaire. Les Japonais sont à 95% d'utilisation d'imagerie endocoronaire pour toutes les angioplasties. On a vraiment beaucoup de retard, donc il est temps de rattraper ce retard. Je vous remercie beaucoup. Merci. Nous avons peut-être le temps pour une seule question. En attendant la question, Grégoire, quelles sont vos pratiques à Chartres en termes de pré-traitement ? Et notamment, est-ce que vous faites une angioplastie ad hoc en ambulatoire chez un patient non pré-traité ? Là, tu parles pour le chronique ou pour le non-STEMI ? Chronique plutôt. Pour le chronique, moi j'ai tendance à mettre un pré-traitement si j'ai une conviction clinique que le patient est coronarien, qu'il va a priori pas bénéficier d'un pontage parce que ou il est âgé, donc j'ai tendance à le pré-traiter la veille assez facilement. Donc, mais encore une fois, on est tout à fait hors des clous. Ok, merci. J'avais une question. Merci Grégoire pour ce beau topo. Je suis là. Juste pour la durée de la double anti-agrégation plaquettaire, tu n'as pas précisé les anti-P2Y12 qui avaient été utilisés. En target first, ouais. C'était du Tika ou du Prasu. Et simplement, à la suite de la DAPT, on switchait par le Prasu ou le Tika. On switch avec, effectivement, je n'ai pas précisé, c'est du P2Y12 puissant. Toutes les études ont été faites avec... Ceux qui ont été faits avec du Plavix sont un peu moins convaincants. Oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que quand même, il y a des résistances Exactement. au Plavix Exactement. On est toujours réticent pour mettre que du Plavix. Et tu as raison, c'est du Tika ou du Prasu. Un grand merci à tous les orateurs et bon congrès.